Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation et je remercie les organisateurs de l'IREMO. En effet, j'ai écrit plusieurs ouvrages. Alors, ça a commencé en 2006, en fait, travaillant sur la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale en Méditerranée. Étant marseillais, ça m'est plus facile d'avoir accès notamment aux archives italiennes. Et j'ai également commis une biographie de Rommel, donc, qui est un personnage important pour les opérations de la Seconde Guerre mondiale en Méditerranée, en Afrique du Nord. Et je vais préparer un ouvrage qui devrait sortir en 2018 aux éditions Perrin sur la campagne terrestre de la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord. Donc, bon, le marketing couvrira évidemment l'Africa-Corse, mais ça sera une campagne plus globale et surtout une étude comparative des deux camps, parce que c'est ce qui m'intéresse et c'est ce sur quoi nous avons travaillé aujourd'hui. Donc, pourquoi avoir retenu une étude sur la Seconde Guerre mondiale en Méditerranée? Ça, c'est l'objet de cette journée de conférence, de ce cycle de conférences pour aujourd'hui. Mais pourquoi particulièrement avoir retenu l'année 1942? Parce que, d'une manière générale, l'année 1942, c'est un petit peu la bissectrice, hein, c'est ce qu'on a coutume de dire, avec les trois tournants. Donc, vous avez El Alamein, Midway et Stalingrad, qui sont les trois moments clés où il y a un basculement entre une première période de conquête et de succès des forces de l'Axe, et puis une seconde période qui va mener jusqu'à la victoire finale dans les ruines de Berlin et après les bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Alors, cette bissectrice est particulièrement flagrante en Méditerranée, puisque contrairement à Midway, où la victoire de Midway dans le Pacifique survient de manière un petit peu surprenante, elle surprend les planificateurs alliés, j'y reviendrai. Stalingrad, tournant de la guerre à l'Est, c'est beaucoup contesté aujourd'hui par l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, puisque dès septembre 1941, l'offensive Barbarossa échoue, et donc le premier tournant, c'est devant Moscou en décembre 1941. Donc le tournant de la guerre à l'Est est beaucoup plus long. On peut le situer entre septembre 1941 et Koursk en 1943. Donc l'année 1942, en tant que tournant de la guerre à l'Est, est pas particulièrement un marqueur décisif. En revanche, sur le front ouest, conçu d'une manière large, le front ouest part de la Norvège jusqu'en Méditerranée, puisqu'il oppose les mêmes camps, et on le verra, les mêmes réflexions stratégiques, surtout du côté allié. Et bien là, pour le coup, l'année 1942 montre clairement un tournant. Nous avons donc une première période qui va permettre de concevoir une des rares offensives stratégiques de l'Axe. Si on réfléchit, vous avez des offensives à l'ouest, donc contre la France, l'offensive contre la Norvège, mais c'est vrai qu'en 1942, l'Axe a encore les cartes en main, on verra pourquoi, et il va concevoir un plan d'offensive stratégique coalisé. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'Allemagne qui est à la manœuvre, puisqu'il y a l'Italie, un allié important de l'Axe, surtout sur le front sud. Et puis, nous allons voir comment cette offensive est conçue, comment elle va se dérouler. Et dans le même temps, nous allons travailler sur, en tout cas, je vais essayer de vous exposer, c'est la manière dont les Alliés, eux, vont concevoir leur plan d'offensive en Méditerranée et la manière dont ils vont le dérouler jusqu'au débarquement d'Afrique du Nord du 8 novembre 1942. Et puis la fin de l'année en 1942, puisque la guerre en Afrique du Nord ne se terminera qu'en mai 1943 avec la reddition des dernières forces dans la péninsule du Cap Bon, dernières forces plutôt italiennes qu'allemandes d'ailleurs. Les Allemands se seront rendus quelques jours avant. Alors, donc, l'introduction rapide, voilà la position le 10 juin 1940, lorsque l'Italie déclare la guerre, rentre dans la guerre, de manière un petit peu précipitée, je n'y reviens pas, ce n'est pas le sujet. Et là, nous avons une position à l'époque où la Méditerranée est clairement dominée par les forces anglo-françaises, qui se sont répartis les secteurs en 3 secteurs, Méditerranée occidentale, centrale et orientale, avec des réflexions stratégiques. Et là, je vous ai indiqué, les flèches montrent bien les protections des 2 routes, puisque l'Italie doit continuer à renforcer ses forces en Libye. La position en Afrique du Nord, Afrique septentrionale italienne, donc la Tripolitaine et la Cyrénaïque, est prise en sandwich entre les forces britanniques qui protègent le canal de Suez en Égypte et bien évidemment les forces françaises qui sont puissantes en Tunisie et en Afrique du Nord. Et puis le transfert des forces
entre l'Afrique du Nord et la France pour la mobilisation, puis faire face. Donc nous avons une configuration très rare qui est la protection de deux routes stratégiques adverses parallèles. Et au milieu, vous avez en pointillé la liaison britannique entre les îles du Royaume-Uni et le canal de Suez, en passant par Gibraltar, Malte et Alexandrie, qui sont les trois points, les trois piliers de la domination ou du contrôle de la Méditerranée par les Britanniques. Donc cette posture-là, bien évidemment, cette configuration stratégique du 10 juin ne va pas durer plus de 15 jours, puisque vous êtes au courant, la France va malheureusement subir une défaite. À cette époque, elle est déjà en partie envahie. Et donc, bien évidemment, la sortie de la France du conflit va transformer complètement le positionnement stratégique, la situation stratégique. Et donc en janvier 1942, nous avons en vert clair et vert foncé les positions de l'axe, ou en tout cas les zones sous contrôle, et en bleu les zones britanniques. Donc là, vous voyez tout de suite que la posture s'est beaucoup réduite, avec même l'avance à l'est qui va influer aussi, on le verra, et en blanc les pays neutres, donc l'Espagne, la Turquie, essentiellement, et le Portugal, évidemment. Donc là, la posture stratégique est complètement différente. Pour autant, le contrôle de la Méditerranée reste disputé en janvier 1942, puisque en bleu clair, en bleu ciel, vous avez, après la défaite de Rommel en décembre 1941 à Sidi Rezegh, il a été obligé de retraiter jusqu'à Mersel-Brega, au verrou de Mersel-Brega. Je vous signale d'ailleurs que ce verrou de Mersel-Brega, qui était déjà la clé, la porte d'entrée entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, c'est aussi l'endroit où on va combattre en 2011 jusqu'à aujourd'hui. C'est là où actuellement les forces de l'État islamique débouchent, pour le contrôle aussi des zones pétrolières qui sont plus au sud. Donc les impératifs géographiques, les postulats géographiques du terrain de Libye en 1941 se matérialisent encore en 2011, malgré les missiles, les hélicoptères et tous les nouveaux moyens, toutes les nouvelles technologies de guerre qui ont bien évolué par rapport à l'époque. Donc ça, c'est la position en janvier 1942. La configuration est très claire. Nous avons, en janvier 1942, les États-Unis qui sont rentrés en guerre suite à l'agression du 7 décembre 1941 de Pearl Harbor et la déclaration de guerre de l'Allemagne qui a suivi, alors que ce n'était pas inéluctable au départ. Et donc, les États-Unis rentrent en guerre et les Alliés vont mener une réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Puisque dès décembre 1941, quelques jours après l'entrée en guerre, Churchill se déplace à Washington. C'est un premier cycle de conférences, on y reviendra, sur lequel il va y avoir un certain nombre de réflexions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise pour vaincre, pour mener jusqu'à la victoire notre camp? Côté de l'Axe, la réflexion stratégique est un petit peu différente. Il y a eu l'échec devant Moscou, et compte tenu de l'hiver russe, de l'obligation de reconstituer des forces à l'Est, il y a un moment où Hitler accepte de repositionner pour des questions purement météorologiques, parce que les avions peuvent plus facilement décoller de Sicile que des aéroports de Leningrad, qui encerclent Leningrad, par exemple. Donc il repositionne ses forces au sud, et donc il y a un nouveau moment où il peut y avoir une offensive sur le front sud. Alors, dernier point d'introduction, la Méditerranée, aujourd'hui encore, dans la historiographie, et c'est un petit peu dommage, dans l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, est considérée comme un théâtre secondaire. Je reviendrai en conclusion là-dessus. C'est un théâtre secondaire pour les Russes. Et on verra que chaque projet allié en Méditerranée n'est même pas considéré comme un effort de guerre suffisant, une aide qui leur est donnée. C'est un théâtre secondaire pour les Allemands, puisque c'est au départ une zone d'influence plutôt italienne. Et pour Hitler, son théâtre majeur, c'est le front de l'Est. C'est là où il va pouvoir réaliser son projet idéologique délirant. Et donc, bien évidemment, la Méditerranée, c'est une distraction, c'est une diversion, ce sont des éléments qui ne sont pas essentiels. Mais c'est aussi un théâtre secondaire pour les Américains. Puisque à chaque fois que les Britanniques vont arriver avec des projets au Moyen-Orient, en Méditerranée, les Américains vont y voir derrière un agenda caché qui est « vous voulez rétablir ou maintenir votre positionnement colonial sur lequel il faudra qu'on rediscute après-guerre ». Donc, bien évidemment, pour eux, le théâtre principal, et j'y reviendrai lorsque nous aborderons les réflexions alliées stratégiques, le théâtre principal, c'est l'Europe du Nord-Ouest, ce sont les Grandes Plaines. C'est foncer depuis la France, la Belgique, jusqu'à Berlin.
C'est le plus court chemin pour abattre l'Allemagne. Et tout ce qui peut se passer, que ce soit en Norvège ou en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, ce ne sont que des diversions qui sont en plus poussées par les Britanniques au départ par rapport à leurs propres intérêts coloniaux, impériaux, contre lesquels les Américains s'inscrivent d'ores et déjà. Puisque en décembre 1941, vous avez les premières déclarations des Nations Unies, conférence Arcadia. Et donc, bien évidemment, les aspects des empires coloniaux européens vont être un sujet après-guerre. Donc, ça implique cela. Donc, pour ces trois capitales qui sont majeures dans la Seconde Guerre mondiale, la Méditerranée, la guerre en Méditerranée, c'est nécessairement un front secondaire. Ce n'est pas le cas pour les Britanniques, bien évidemment. Ce n'est pas le cas pour les Italiens, ni même pour les Français. Pour autant, le fait que Moscou, Berlin et Washington considèrent que la Méditerranée soit un théâtre secondaire va irriguer toutes les historiographies. Et encore aujourd'hui, on aborde la Seconde Guerre mondiale en Méditerranée comme des diversions, des passages obligés, mais qui n'étaient pas décisifs. Or, et j'y reviendrai, ce qui se passe en 1942 particulièrement en Méditerranée est décisif pour toute la guerre à l'Ouest. Or, la guerre à l'Ouest, c'est important, même si la décision se fait aussi sur le front de l'Est. Il ne s'agit pas de nier ou de réviser l'effort majeur sur terre de l'URSS dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Il n'en demeure pas moins que ce qui se passe en Méditerranée est très important pour la suite. On ne peut pas comprendre les succès en Normandie, les succès sur le Rhin en 1945, si on n'analyse pas tout ce qui va se passer en 1942 en Méditerranée. C'est un petit peu l'objet, le fil rouge que je vais essayer de développer devant vous ce matin, si vous en êtes d'accord. Alors voilà pour l'introduction. Donc, première réflexion, qu'est-ce qui va se passer ? Nous avons deux camps, fin décembre 1941, qui se posent des questions. Alors, pour l'Axe, le choix est simple. J'ai des moyens que je ne peux pas employer ailleurs. Donc, je vais pouvoir les repositionner sur le front sud. Et j'ai également toujours cette volonté de faire diversion. L'Axe l'Allemagne prépare une nouvelle offensive pour l'été 1942. Offensive qui va déboucher sur Stalingrad et la menace sur le Caucase. Et donc, toujours dans ce cas-là, pour faire diversion et mettre la pression sur le Royaume-Uni, puisque depuis le début, Hitler part du principe que Churchill est minoritaire, donc en lui mettant la pression en permanence, en menaçant ses positions impériales, il va être renversé par des tenants d'une politique d'apaisement, des tenants d'une politique beaucoup plus modérée, avec lesquels Hitler va pouvoir faire la paix à l'Ouest et avoir les mains totalement libres à l'Est. Il n'a pas réussi à le faire en 1941. Il retente en fin 1941, début 1942, en mettant la pression sur le Royaume-Uni avant une nouvelle offensive à l'Est. C'est ce qui explique pourquoi l'Axe veut décider très vite d'une offensive stratégique en Méditerranée. Pour les Alliés, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a d'abord la nécessité de stopper la progression de l'Axe. Et quels sont les axes de progression de l'Axe fin 1941 ? C'est dans le Pacifique et c'est plutôt en Méditerranée. À l'Est, ils sont arrêtés. Et à l'Ouest, ils sont sur les côtes, il n'y a plus de progression. Soutenir au plus tôt l'effort de l'URSS, donc ouvrir un second front, sauf qu'il y a une divergence entre Britanniques et Américains sur ce qu'est un second front, et est-ce qu'un débarquement en Afrique, par exemple, ou au Moyen-Orient, une action au Moyen-Orient serait un second front pas. Et ensuite, construire un effort militaire victorieux, parce que une des premières règles que vont s'imposer les Américains, et il faut bien les comprendre, entre Dunkerque, entre la Grèce, entre la Norvège, entre l'effondrement aussi brutal qu'inattendu de la France, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'échouer face aux Allemands. Il y a un effet moral, on est dans des démocraties, il y a des élections, il y a des échéances électorales, fin 1942, une nouvelle élection présidentielle aux États-Unis, on ne peut pas se permettre d'échouer. Donc, chaque effort doit être construit comme donnant lieu à la victoire immédiate. Et vous avez, dès les premières déclarations, des premières conférences entre Churchill et Roosevelt et leurs équipes, on y reviendra, un impératif du côté américain qui est de dire on ne fait pas de paris, on ne court pas de risques, on veut des victoires, surtout le premier effort. Imaginez, on tente un débarquement en Normandie en 1942 avec des moyens qui ne sont pas suffisants. Les Allemands qui ont une expérience de la guerre que nous n'avons pas, qui ont des moyens que nous n'avons pas, réagissent et nous rejettent à la mer, ça serait désastreux. Donc on ne veut pas jouer perdant, on veut jouer gagnant. Et ça va amener un certain nombre de réflexions, et c'est une construction intellectuelle qui se vaut, bien évidemment. Donc, face à ces deux options stratégiques, la conséquence est directe. Ça veut dire que
si vous allez au bout de la logique, les Alliés ne peuvent pas agir au premier semestre 1942 parce qu'alors là, le réarmement américain est assez balbutiement. Il a commencé un petit peu en 1941, mais c'est vrai que ce n'est qu'après l'agression de Pearl Harbor que réellement Roosevelt peut mobiliser toute la nation. Donc, ça veut dire que le premier semestre 1942, on construit les armes, on mobilise les forces, on les entraîne, on démultiplie, on décuple les effectifs avec tous les effets sur la qualité des troupes, on révise les doctrines militaires parce que les Américains n'ont pas d'expérience de la guerre moderne à cette date-là. Et on le voit dans le Pacifique face aux Japonais, par exemple. Et côté de l'Axe, ils ont une fenêtre de tir pour agir en Méditerranée, avec un repositionnement de forces importantes. En décembre 1941, c'est l'arrivée en Méditerranée du commandement stratégique de l'aviation, le Luftwaffe, avec le maréchal de l'air Kesselring, qui arrive, qui s'intègre dans un positionnement un peu complexe sur lequel je vais revenir. Et donc, naturellement, la conséquence, c'est que le premier semestre, l'Axe sera l'initiative, les Alliés devant bloquer les efforts de l'Axe pour pouvoir ensuite répliquer. Et c'est en ce sens que l'année 1942 est réellement un tournant, parce qu'on va avoir un flux et un reflux. Et quand vous réfléchissez à l'Ouest, dès lors que les Américains s'engagent dans la guerre, et même avant d'ailleurs, il n'y a pas eu ce phénomène de flux et de reflux. Soit il y a eu un flux avec une victoire allemande, comme en France et au Benelux, soit, et en Grèce ou dans les Balkans, soit il y a eu des offensives alliées, et on pourrait éventuellement distinguer ce nouveau mécanisme de flux et de reflux qui va se constater très fréquemment dans le Pacifique et sur le front de l'Est, où on aura régulièrement ces aspects de flux et de reflux sur une même configuration, dans une même échelle de temps. Oui, il y aurait peut-être les Ardennes, mais c'est trop tard. On est en décembre 1944, 16 décembre, et puis jusqu'en fin janvier 1945. Mais bon, là, les dés sont jetés. C'est un pari pur. Mais c'est vrai que 1942, à l'Ouest, Américains, Britanniques contre Italiens, Allemands, c'est la seule configuration. On va avoir un flux de l'Axe, premier semestre, grosso modo, et un reflux du côté allié. Donc là, c'est vraiment ce tournant, cet aspect-là. Alors, l'offensive de l'Axe. Alors, réfléchissons. Nous nous mettons à la place des planificateurs, des stratèges, ou stratégistes, il y a les deux termes, je ne veux pas rentrer dans ce débat, de l'Axe. Nous sommes au printemps 1942, ils ont des moyens, et ils ont 3 objectifs. Puisque, début janvier 1942, Rommel lance une contre-offensive foudroyante qui lui permet de reconquérir la Cyrénaïque. Vous l'avez en vert un petit peu différent. Sauf qu'il est arrêté cette fois-ci sur une ligne fortifiée, qui est la ligne au niveau de Ain el-Ghazala, qui va devenir la ligne de Ghazala, qui est assise depuis Ghazala étant le point sur la côte, et le point le plus à l'intérieur du désert s'appelle une petite oasis avec un fortin colonial italien de Bir Hakeim, qui va devenir célèbre. Et donc cette ligne est fortifiée. L'idée pour les Alliés est de ne pas retenter le siège de Tobrouk, et donc de protéger à l'ouest de Tobrouk, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Tobrouk, sur la ligne de Ghazala, qui va être fortifiée tout au printemps, et il s'arrête là. Alors, pourquoi l'Axe, Rommel, s'arrête sur cette ligne? Tout simplement parce que la contre-offensive qu'il lance le 21 janvier 1942, il la lance au mépris des ordres, et sans même informer ni les Italiens, qui sont quand même en charge de son soutien logistique et qui ont le gros des effectifs d'infanterie, ni même son haut commandement. Et donc, bien évidemment, les Italiens, là, il leur avait déjà fait le coup en février 1941 lors de la première offensive de conquête de la Cyrénaïque. Donc là, les Italiens réagissent très mal et coupent complètement les cordons et notamment refusent de suivre en second rideau avec leurs réserves d'infanterie. Et donc, les moyens allemands sont trop faibles pour permettre une reconquête. Et donc, la Cyrénaïque va être reconquise. Bon, ils reprennent Benghazi rapidement. Ils tentent un coup, ils tentent d'encercler les Britanniques. Ça marche, sauf que derrière, les Italiens ne couvront pas. Les Britanniques vont contourner les premières lignes allemandes pour s'échapper par le désert. On a des nouvelles séquences qui ressemblent à celles de 1941 avec le taxi de Tobrouk, avec tous les camps mélangés dans le désert. On le verra, le terrain d'opération désertique est très fluide. Et en fait, donc c'est pour ça que finalement, il ne réoccupe complètement la Cyrénaïque qu'assez tardivement au cours du printemps. Et donc, immédiatement, il reconstitue ses forces et il monte son projet. Il y a donc 3 objectifs pour les planificateurs au niveau stratégique de l'axe italo-allemand. Premier objectif, Malte, qui est une position fortifiée par les Britanniques, une île,
qu'ils ont prises aux Français, puisque je vous rappelle que Malte, au départ, a été prise par Bonaparte sur le chemin vers l'Égypte. Et puis ensuite, les Britanniques l'ont reprise aux Français et l'ont gardée. Classique. Ils ont fait le même coup à Gibraltar. Là, c'était sous la guerre de succession d'Espagne, Louis XIV. Et donc, Malte, c'est une position importante qui harcèle les communications, puisque vous voyez, je vous ai mis sur la flèche rouge, c'est le 1, harcèlement des communications entre l'Italie et la Libye. Alors, il faut relativiser ce harcèlement. Ce harcèlement a des effets, bien évidemment. Il y a des convois, un convoi qui est intégralement coulé, il y a des attaques régulières par avion, torpilleurs, par sous-marin. Ces attaques sont particulièrement efficaces parce que les Britanniques ont intercepté et continuent à intercepter grâce à Ultra les communications de l'aviation allemande, les Allemands soupçonnant d'ailleurs des interceptions italiennes alors que les codes italiens ne seront pas cassés, eux, ou des trahisons au sein de l'état-major italien. Les Allemands, ça ne peut être que des questions, ça ne peut être que les Italiens qui sont le maillon faible de leur alliance, ce qui n'est pas nécessairement faux objectivement, mais là pour le coup c'est faux. Donc elles sont efficientes, mais avec une habileté importante de l'amirauté britannique qui est de doser les attaques pour pas que les Allemands se doutent de quelque chose. Donc ils font semblant parfois de laisser passer des convois, ou en tout cas ils dosent leurs attaques. Et surtout ils dosent leurs attaques, et ça c'est l'amiral Cunningham, qui est un des grands chefs alliés majeurs pour la victoire, et particulièrement en Méditerranée. Il dose ses attaques aux capacités de défense de Malte, parce que Malte est quand même encerclée, à des capacités réduites, elle est à portée de l'aviation, très courte portée de l'aviation de l'Axe en Sicile, et donc il ne s'agit pas de s'exposer trop vite, c'est-à-dire d'attirer trop l'attention. Donc il y a un dosage, une montée en pression, mais là en fin d'année 1941, la pression de Malte est majeure. Alors cette pression, elle n'est pas nécessairement sur le tonnage coulé en elle-même, en lui-même, pardon, mais en revanche, elle s'exerce par l'obligation imposée aux Italiens d'escorter les convois, de les limiter, de les structurer. Or, il y a une limitation majeure pour l'Italie au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est le mazout. Et donc, en 1942, vous avez le maréchal Cavallero, qui est le chef d'état-major général de l'armée italienne, et qui dit toutes les nuits, je me réveille en disant nafta et Malta, Malta et nafta, c'est-à-dire pétrole et Malte. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la menace de Malte, le ravitaillement serait plus facile parce qu'ils pourraient mettre plus de navires et ils auraient moins besoin d'user leurs escorteurs, qui sont usés jusqu'à la corde, pour essayer de protéger des convois du seul fait de la menace alliée à partir de Malte. Donc Malte est un objectif très important, mais c'est un objectif très important pour assurer le ravitaillement. Donc ce n'est pas directement une victoire majeure. Ce n'est pas ça qui va être décisif. C'est simplement, on constitue, on renforce son camp. Deuxième objectif, Tobrouk. Alors Tobrouk, c'est la ville qui a résisté en 1941. C'est en avril 1941 le premier échec des Panzers, si on écarte un échec qui à l'époque n'a pas été très médiatisé autour de Vorep, à côté de Grenoble, où les Français de l'armée des Alpes se repositionnent et infligent une défaite majeure aux Panzers, qui n'arrivent pas du tout à passer avec des pertes importantes, mais il n'en demeure pas moins que c'est la fin. Donc les Français jouent leur va-tout, il n'y a pas de profondeur. Là, les Australiens qui tiennent à Tobrouk pendant plusieurs mois, qui sont remplacés d'ailleurs après par des Britanniques et des Indiens, à l'automne 1941, résistent. C'est le premier général allemand qui est tué au feu, le premier qui est fait prisonnier. Bref, c'est un échec personnel de Rommel et c'est aussi un échec important pour les stratèges. Et c'est la dernière grande rade avant l'Égypte. C'est un port alors qui n'est pas énorme. Il y a 2 quais de déchargement, les grues sont démolies, donc ce n'est pas non plus une capacité logistique exceptionnelle, mais ça reste un port en eau profonde qui peut permettre de ravitailler. Donc c'est important de le prendre. Et puis il y a un effet médiatique. Toute l'année 1941, on a parlé du siège de Malte, c'est un des grands sièges, et un échec pour l'Axe. Donc l'objectif, prendre Tobrouk. C'est la clé pour rentrer en Égypte. Le fait que les Alliés s'accrochent à Tobrouk en avril 1941 a empêché Rommel de pouvoir poursuivre en Égypte. Et ensuite, le troisième objectif, c'est le Nil. Marcher dans les pas de Napoléon, comme à Moscou d'ailleurs. Prendre le Nil, prendre l'Égypte, donc c'est un objectif pour les Italiens, pour les Allemands aussi, et puis ensuite déboucher, on y reviendra, sur la Palestine,
purifier la Palestine grâce aux accords avec le grand mufti de Jérusalem. Je pense que vous en parlerez cet après-midi peut-être. Bref, il y a des enjeux, mais il y a au moins le Nil. La planification prévoit une pince gigantesque, délirante, parce qu'elle excède complètement les capacités de l'Axe, qui se réunirait en Arménie à peu près, dans le Caucase. Même pas dans le Caucase, non, sur les pétroles de Bakou. Voilà. Bon, en réalité, quand vous regardez la carte, moi je m'occupe que de la pince sud, je ne suis pas un spécialiste du front de l'Est, c'est pas parce que vous avez pris le Nil que vous pouvez foncer jusqu'à Bakou. Hein. Non, non. En fait, le Nil vous donne le contrôle sur Sinaï, mais dès le passage du Sinaï, après, il n'y a plus du Sinaï, il y a plus de... Il vous faut à nouveau des relais en Palestine. Enfin, ça ne marche pas comme ça, quoi. Le Tigre et l'Euphrate, c'est une autre zone. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Hein, nous sommes sur des zones qui sont actuellement touchées par les conflits. Quand vous contrôlez Damas, il faut passer à Palmyre, il faut Deir ez-Zor est loin. Bref, c'est pas évident. Donc, les sauts stratégiques ne sont pas faciles. Mais bon, dans les projets les plus fous, vous avez cette pince-là, sachant que pour Hitler, c'est la pince nord qui l'intéresse. Hein. Le sud, c'est vraiment superfétatoire. Et pour l'Italie, c'est de prendre possession de l'Égypte. Mussolini préparera son cheval blanc pour défiler à Alexandrie, au Caire, faire un triomphe, sachant qu'on ne sait pas trop comment ça aurait été géré entre les Allemands et les Italiens, l'Égypte étant quand même une possession ambitieuse pour les eux. Donc, vous avez 3 objectifs. Malte, Tobrouk et le Nil. Alors, avant de voir comment tout cela va être géré par les planificateurs de l'Axe, il faut rappeler l'organisation du commandement de l'Axe en Méditerranée, parce que la manière dont est organisé le commandement influe sur les plans qui vont être conçus. Vous allez avoir... Alors, au départ, la Méditerranée, c'est la zone d'influence de l'Italie. L'Allemagne n'intervient qu'en soutien, et Dieu sait que l'Italie en a besoin, compte tenu de ses mécomptes de l'automne 1941, hein, le désastre en Albanie lors de la tentative d'invasion de la Grèce, le désastre aéronaval à Tarente, où une partie des cuirassiers italiens se font couler dans la rade, par un raid d'avions torpilleurs Swordfish britanniques, raid qui sera longuement étudié par les Japonais. Et puis après, le désastre de Sidi Barrani et l'invasion de toute la Cyrénaïque avec la perte d'une armée complète, encerclée complètement à Bédafom. Quasiment quelques éléments arriveront à s'extraire. Et donc la nécessité d'envoyer en urgence un groupe d'arrêt blindé sous le commandement de Rommel en février 1941 pour protéger au départ juste Tripoli et puis après la reconquête et tout ce qui va s'en suivre. Donc au départ, les deux nations n'ont pas de commandement combiné. Chacune mène sa guerre parallèle avec une nation leader qui est l'Allemagne parce qu'elle a accès aux matières premières. C'est elle qui fournit en Italie, l'Italie en pétrole grâce à la Roumanie notamment. Et elle les fournit au compte-gouttes puisqu'elle-même en a besoin. Et puis l'Italie qui a sa zone d'influence sur la Méditerranée. Donc ça crée un commandement qui est intégré sans être combiné. C'est-à-dire que vous avez le commandement général qui est exercé par les Italiens, mais qui dépendent des fournitures et donc des décisions grands stratégiques de l'Allemagne, et l'Allemagne fournissant quelques points clés, donc des forces aériennes et des forces terrestres limitées. Hein, on est à 3 divisions, dont 2 blindés, 3, puis après 4, un peu plus de 4 plus tard. Ces divisions étant dans un corps, donc un groupe de Panzer Group, enfin un Afrika Korps au départ, puis Panzer Army, puis Panzer Group, ou l'inverse, Panzer Group et Panzer Army, sous les ordres de Rommel, qui est sous la subordination des Italiens, mais qui a le droit de faire appel, si les ordres qui sont donnés par les Italiens ne lui conviennent pas, directement à Berlin. Pour simplifier les choses, parce que vous avez tous suivi, l'aviation allemande reste sous les ordres de Göring et n'est ni sous les ordres de Rommel. Rommel n'est ni sous les ordres de l'aviation, ni sous les ordres des Italiens. Donc je n'ai pas trouvé de schéma simple qui soit visible d'une organisation très complexe où en réalité ce sont les hommes et
personnalités, les forces de personnalité et les influences personnelles qu'on peut avoir à l'égard des dictateurs qui vont jouer plus qu'une réflexion stratégique, comme on le verra du côté allié. Donc, c'est une organisation qui ouvre la porte à plein de cas particuliers, plein d'exceptions, qui ne fonctionne que tant qu'il y a la victoire et qui ne permet pas de concevoir une stratégie. Cette organisation va découler directement, je vous remets le slide précédent, nous avons 3 objectifs, Malte, Tobrouk et le Nil. Devinez dans quel ordre l'offensive va être déclinée. Pas du tout dans cet ordre-là. On va commencer par Tobrouk, ensuite on va aller à Malte, on s'arrête sur la frontière, on retourne à Malte pour ensuite avancer sur l'Égypte. C'est-à-dire un raisonnement qui n'est absolument pas considéré. Alors pourquoi on a fait ces arbitrages-là? On fait ces arbitrages pour plusieurs raisons. Alors là vous voyez, ce qui est important c'est de faire les stars devant les photographes. Ce sont des photos de 1940 que j'ai retrouvées, puisque je suis collectionneur de photos aussi, donc il y en a beaucoup qui seront de ma collection. Rome souhaite attaquer Malte. Sauf que depuis le début, pour les Italiens, Malte, c'est une opération très compliquée. Donc ils veulent un débarquement en grand style, avec 5 étoiles, des moyens exceptionnels qu'ils n'ont pas. Donc ils font un plan sur la base des moyens que les Allemands doivent leur fournir. L'idée étant de contraindre les Allemands à leur fournir du matériel et des moyens à l'occasion de cette opération. Donc on monte l'opération sur une opération vraiment majeure, avec des troupes aéroportées qui sont larguées 24 heures avant le débarquement, donc elles peuvent se faire exterminer. Enfin, il y a un montage très particulier. On débarque sur l'île défendue et puis Gozo est oublié. Enfin bref, alors qu'il n'y a pas de défense à Gozo. Bref, une opération très importante. Et les Allemands, eux, ont une politique à l'égard des Italiens qui est assez claire, qui est on ne leur fournit pas les moyens, on leur fournit les hommes. Pour 2 raisons. La première, c'est comme ça on a la gloire. C'est sûr que si on avait juste fourni des tanks et que c'était les Italiens qui les avaient équipés, qui sont aussi compétents, on le verra en 1943, les Italiens avec des armes, des bonnes armes, donc des armes allemandes notamment, se combattront correctement. Mais la gloire ne sera pas la même. Ce seront des unités italiennes qui ont les victoires. Alors que quand ce sont des unités allemandes qui arrivent avec leurs armes allemandes, les Allemands peuvent se glorifier en disant « Regardez, c'est nous qui avons vaincu en Libye, en Cyrénaïque, Tobrouk, etc. » La deuxième raison, c'est que Hitler se méfie de Mussolini et veut contrôler Mussolini. Et donc, il part du principe que s'il y a des troupes à lui qui exercent, il peut à tout moment arrêter l'offensive s'il en a besoin. Par exemple, si Churchill est renversé, il n'a aucune raison de menacer l'Empire britannique. Hitler n'en veut pas l'Empire britannique. Il veut un partage du monde où on lui laisse l'Europe continentale et particulièrement la Russie. Et puis, l'Empire des mers, c'est à la 2e race supérieure dans sa vision idéologique délirante, ce sont les anglo-saxons. Ce sont des races supérieures aussi. Donc ils doivent régner sur les mers. Et il ne comprend pas que les Britanniques ne saisissent pas leurs mains, parce qu'il sait très bien, il voit bien qu'en s'alliant avec les États-Unis, ça sera la fin de leur domination impériale. Donc Rome veut monter une attaque à Malte qui est tellement importante qu'elle ne peut pas être lancée tout de suite. Donc on ne peut pas commencer par Malte, ce qui serait le plus logique. Et au lieu de différer le début de l'offensive jusqu'au moment où on pourra aller dans une démarche logique, eh bien à ce moment-là, les Allemands préfèrent faire un choix différent, qui est de commencer par l'offensive, qui est la prête sur étagère, celle de Rommel, qui dit « moi je suis prêt, moi je suis prêt ». En 4 jours, je prends fin mai, je peux attaquer. En 4 jours, je prends Tobrouk. Et ensuite, je m'arrête, promis juré. Et à ce moment-là, l'aviation peut se repositionner en Sicile et on peut lancer l'opération en juin-juillet, on va voir, sur Malte. Donc, Rome fait des choix qui vont être contre-productifs, parce qu'ils ont un agenda caché, parce qu'ils ne se parlent pas, parce que chacun se méfie, parce qu'on est sur une coalition lâche avec un système de guerre parallèle qui est lié à l'idéologie fasciste d'une manière générale. Les arbitrages difficiles de Berlin. Alors de son côté, Berlin a un impératif simple. À partir de fin juin, il y a une offensive à l'Est. Donc vous avez une fenêtre de tir jusqu'à fin juin. Et donc on ne peut pas attendre juillet-août, qui est la première date utile italienne pour l'assaut de Malte. Il faut attaquer avant. Donc on attaque au premier endroit où on peut, à Gazala. Et Tobrouk. Ça n'est absolument pas logique par rapport... simplement, il suffit de regarder une carte. Mais c'est affaire de circonstances. Et Kesselring le sait, mais il ne le dit pas.
Il ne dit pas qu'il a des unités seulement jusqu'à une certaine date, qu'après il faudra les rendre pour l'offensive à l'Est. Et on verra qu'il essaiera de ne pas les rendre, lui non plus. Là, on les voit, c'est en pleine offensive sur la Russie. Donc, ce n'est pas en Méditerranée, mais bon, vous voyez, ils ont un lien personnel. Hitler ne veut pas d'une offensive sur Malte parce qu'il se méfie. En fait, Hitler a été marqué par le désastre, ou en tout cas les pertes sanglantes qui ont été subies en Crète. Et donc, il se méfie d'une opération qui est quand même montée par les Italiens, où on commence par un lâcher de parachutistes de nuit sur des positions fortifiées et défendues, une île en plus. Et ensuite, la nuit suivante, il y a un débarquement. Il faut qu'ils tiennent toute la journée. Hein, alors, il y a une division de parachutistes allemande et une division de parachutistes italiens. Et donc, il considère que ce plan, il le sent pas. Il a l'intuition, c'est un homme d'intuition qui fait confiance à son intuition puisqu'il s'imagine investi d'une destinée messianique. Et il estime que ça ne colle pas. Et il se fait progressivement convaincre par Kesselring et par l'amiral Raeder, qui utilisent le succès qu'ils vont connaître, je crois que c'est en février 1942, vous savez, le passage des grandes unités qui repartent de Brest pour aller en Norvège et qui passent par le Pas-de-Calais, l'opération Cerberus. Et suite à ça, Raeder dit, puisque Raeder, dès 1941, dit c'est en Méditerranée, il faut faire en Méditerranée, il faut prendre Gibraltar, il faut prendre Malte, enfin lui, il a des plans, il faut prendre la Palestine, les pétroles, les raffineries de Tel Aviv-Jaffa, le canal de Suez, bref, c'est un marin, donc un marin, le canal de Suez, c'est important. La Méditerranée aussi. Mais Hitler, le terrien, alors c'est pas tellement qu'il est terrien, mais surtout qu'il craint les pertes et qu'il ne sent pas le plan qui est conçu par les Italiens, est réticent. Et donc il se fait décider, il leur lâche. Et d'ailleurs, il y a même une grande conférence, il dit à Kesselring, à un moment donné, c'est bon, on va la faire, l'attaque sur Malte. Vous inquiétez pas, parce que Kesselring lui dit, non mais il faut la faire. Puisque c'est un élément essentiel. Bon, il ne voit pas l'intérêt. Et enfin, les rivalités de personnes. Donc là, vous voyez Rommel, donc là, en revanche, on est début 1942. Cette photo est intéressante parce qu'on voit bien la soumission. Hein. C'est une photo qu'on ne voit pas trop dans la propagande officielle, mais voilà, une photo privée. Et donc on voit bien, et là, Rommel, lui, à l'oreille d'Hitler depuis très longtemps, c'est un de ses favoris, puisqu'il a été sélectionné alors qu'il n'était que colonel, comme étant une personnalité qui pouvait correspondre à l'idéologie nazie et surtout à la nazification de l'armée allemande. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas très aimé au sein de l'armée allemande. Et donc, en plus, il a un lien très proche puisqu'il a été le chef de son détachement de protection personnelle à l'époque de la campagne de Pologne. Donc, il mangeait avec lui, il s'occupait de toute la logistique des différents déplacements d'Adolf Hitler qui, là, s'était placé sur le front à cette époque. Et donc, Rommel, lui, pousse. Il veut conquérir Tobrouk. Et il a un plan. Il force même le trait de ce plan. Il le précipite pour pouvoir avoir la priorité et les unités aériennes. En disant non, mais Malte, c'est trop compliqué, c'est diffus. Et donc, moi, je préfère, je peux attaquer tout de suite. Et puis, en plus, si on prend Tobrouk, et secrètement, si je poursuis jusqu'au Nil et que je prends le Nil, Malte tombera toute seule. Il n'y a pas besoin de faire une tentative d'assaut aéroporté, amphibie, très compliqué, aléatoire, avec un risque important, des pertes importantes. Voilà. Je peux aller directement et avoir toute la gloire pour moi. Dernier point sur Rommel, il a très mal vécu. C'est quelqu'un qui, comme beaucoup de militaires, veut faire les premiers titres, les gros titres, la gloire, l'attraction du public, des médias. Bon, il est très attentif à sa popularité, à toutes les lettres qu'il reçoit d'admirateurs de toute l'Allemagne. Et si au printemps 1941, il occupait les gros titres, à partir du 21 juin 1941, de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, opération dont il n'a pris la connaissance que assez tardivement, en mai, a priori, il est passé derrière. Et il le vit très mal. Dans les lettres qu'il écrit à sa femme, il dit « Maintenant, je suis comme une pièce rapportée ». C'est même le terme qu'il emploie. Voilà, plus personne s'intéresse à nous. Voilà. En plus, il a vécu une défaite. Donc, il veut vraiment conquérir Tobrouk et être le général qui rapporte la victoire après les défaites allemandes qu'il a subies personnellement et surtout qui ont été subies sur le front de l'Est. Donc, il y a cette rivalité. Et donc, le plan final, vous le voyez, absolument pas logique. On commence par Tobrouk. Une fois qu'on a vaincu Tobrouk en 4 jours, on bascule sur Malte. Donc, on retire les unités aériennes qui sont en Afrique, on les repositionne en Sicile et on prépare l'assaut de Malte, au moins 1 mois et demi de préparation. Et ensuite,
on avance sur l'Égypte. Ce qui aura laissé le temps aux Britanniques de se refortifier. Donc c'est absolument pas cohérent sur un plan stratégique. Alors la difficulté aussi, mais c'est un détail, c'est que Kesselring ayant des moyens aériens pour une durée limitée, il les engage immédiatement contre Malte au départ. Et donc l'offensive aérienne contre Malte, en fait, elle est déclenchée en avril, à un moment où ces choix-là ne sont même pas faits. Ces choix-là seront imposés par les Allemands aux Italiens à des conférences du 29 et 30 avril 1942 à Berchtesgaden. C'est là où ils vont définir ces éléments-là. Mais en fait, dès le début avril, Kesselring, lui, par une offensive qui a commencé alors mi-mars, mais c'est vraiment début avril qu'avec l'arrivée de nouveaux chasseurs, l'Allemagne établit la supériorité aérienne. Ça sera un temps limité au-dessus de Malte. D'ailleurs, les Britanniques réagissent immédiatement. Ils utilisent un porte-avions américain à partir de Gibraltar, pour le Wasp, pour transférer des Spitfire. Malte sera le premier endroit hors Angleterre où les Spitfire seront engagés en combat aérien, en opération, en tant que chasseurs de supériorité aérienne. Donc il y a urgence. Le 10 avril, Kesselring est au courant. Il considère qu'il a établi les conditions pour faire un assaut. Et là, il se tourne vers Cavallero, il lui dit « Mais c'est bon, on est prêt ». Et l'autre, il dit bah, « mais je ne suis pas prêt du tout. C'est quoi ?» Alors, vous avez les échanges, hein, je les refais de manière un petit peu théâtrale. Mais en fait, en réalité, il dit « Ah, mais non, nous, on avait prévu une opération de grand style, plutôt pour juillet-août, quoi. On n'est pas prêt du tout. » Et là, d'un coup, il dit « Bon, on va travailler sur une opération de coup de main, beaucoup plus légère, pour faire une opération. » Mais la planification commence au moment où la situation se renverse, puisque les Britanniques font des efforts. Ils envoient une première livraison de Spitfire, sauf que le problème, c'est que ces Spitfire sont pilotés par des pilotes qui sortent de l'école. Et donc, en quelques jours, ils se font battre par les pilotes chevronnés de l'aviation allemande qui décolle de Sicile. Et donc là, il y a le gouverneur de Malte qui envoie un message furieux à Londres en disant il faut tout refaire, il faut renvoyer à nouveau des Spitfire, mais je veux plus des débutants. Et donc il a cette phrase célèbre, Malte is no place for beginners. C'est pas une place pour des débutants. Moi, je veux des confirmés. Et donc les Britanniques demandent aux Américains de leur reprêter le Wasp, qui refait un vol. Et là, cette fois-ci, ils renvoient des pilotes confirmés qui vont contester la supériorité. Et là, à nouveau, les Allemands perdent l'occasion de cette supériorité aérienne qui est indispensable pour un débarquement et même des parachutages, donc pour l'assaut. Et puis ensuite, il faut transférer les forces en Afrique pour soutenir l'offensive en mai. Et donc, la pression retombe sur l'île. Elle continue, mais surtout par des bombardements nocturnes. Mais c'est un blitz très important à cette époque-là. Pour la petite histoire, cette deuxième croisière du Wasp, qui est une croisière de convoyage en fait, c'est-à-dire qu'ils partent de Gibraltar, du Royaume-Uni, passent par Gibraltar, et ils s'arrêtent au milieu de la côte nord-africaine, et les Spitfire partent en vol directement, en vol unique, un aller simple jusqu'à Malte pour ensuite combattre. Ils arrivent, toutes les équipes sont prêtes, et quelques heures plus tard, ils sont à nouveau en vol pour combattre parce qu'il y a une tension importante. Et là, ça vaudra un télégramme de Roosevelt à Churchill qui lui dit, puisque le Wasp, c'est l'abeille, il dit qui pouvait s'imaginer qu'une abeille ne piquerait pas deux fois. Voilà, on fait de l'humour malgré la tension, ce qui montre bien le recul qu'avaient à l'époque les capitales occidentales en pleine guerre. Donc le plan final n'a rien de logique. Et d'ailleurs, il ne va absolument pas se dérouler comme prévu. Il est arrêté fin avril, début mai pour une offensive fin mai. Alors, le déroulement de la campagne, l'offensive aérienne sur Malte, je l'ai un petit peu détaillé. Donc là, vous voyez les chasseurs d'une Yacht Group, je crois que c'est à 53, en Sicile, avec des officiers italiens avec leurs photos, en disant... Donc la première partie, offensive réussie à un moment où rien n'est prêt. Donc on n'a même pas réfléchi, il n'y a même pas de réflexion stratégique de se dire quand est-ce que je déploie mon effort pour qu'il soit efficient. Je fais du coup par coup. Je fais du manche-pion. Vous imaginez un joueur d'échecs qui s'occuperait juste de manger les pièces en fonction de l'occasion. Au passage, ça amène à réviser un petit peu la vision qu'on a de la rigueur germanique, de qualité de l'école de guerre prussienne. Bon, là, on est sur un truc absolument pas construit. Et qui ne va pas marcher, d'ailleurs. Donc, l'offensive aérienne sur Malte fonctionne trop rapidement par rapport à la planification.
Et ensuite, il faut relâcher l'effort, parce que la deuxième décision, ça a été de basculer sur l'offensive contre Gazala, 26 mai. Alors là, je vous ai mis une photo donc, d'un véhicule léger de reconnaissance armé. Et puis, vous avez un Panzer IV long, qui est le char le plus efficient à l'époque en Afrique. Alors, pour la petite histoire, lorsque Gazala est lancé, ils n'ont pas les obus pour ces chars, donc ils les mettent en ligne sans obus. Ils auront les obus quelques semaines après. Alors, l'offensive contre Gazala, ça pose problème parce que là, en fait, la photo a été prise au moment de l'avance sur El Alamein un peu plus tard, en 1942. En tout cas, dans l'album, d'après ce que j'ai pu identifier de l'album que j'ai récupéré. Lorsque le Rommel lance son offensive, avec un mouvement nocturne, en fait, c'est un mouvement continu de plus de 24 heures, quasiment organisé comme une croisière, quasiment, puisqu'on est en plein désert, en tout terrain, on ne suit quasiment pas des pistes. Au départ, le plan prévoit de passer sur Bir Hakeim, donc d'attaquer le box qui ancre au sud, puisqu'en fait la ligne n'est pas complète. Après, il y a le désert qui est passable, sur lequel on peut rouler, mais la ligne est fortifiée seulement de Gazala jusqu'à Bir Hakeim, avec plusieurs lignes de ravitaillement. Et donc, les Italiens doivent passer au nord de Bir Hakeim, et les Allemands doivent passer sur Bir Hakeim, qui est fortifié. Alors, les Allemands s'imaginent qu'ils ne sont fortifiés que vers l'ouest, et que ce n'est pas un plan fortifié complètement, mais c'est une initiative du général Koenig qui a dit on se fortifie de tous les côtés pour une défense tous azimuts, puisqu'en fait on est au bout, donc on peut être contourné. C'est tout à fait logique. Et le plan se déroule tellement bien, la préparation a été tellement bonne, qu'ils activent une option qui permet aux Allemands de se décaler au sud, donc d'éviter le combat et vraiment de surgir sur l'arrière de la ligne de Gazala, pour surgir sur les arrières et encercler, battre les chars et ensuite encercler toute l'armée, ou en tout cas la menacer d'encerclement pour qu'elle s'enfuit et derrière foncer sur Tobrouk. Ce qui sauve les Français libres à Bir Hakeim, qui sinon se seraient pris le poids de 2 divisions de Panzer, la division légère allemande passant un peu plus au sud. Sauf que, évidemment, les transmissions en cours de route d'un déroutage ne marchent pas avec les Italiens. Donc, il y a une partie des Italiens qui continue à foncer trop droit. Ils devaient passer au nord, donc ils commencent à déminer au nord. Donc, finalement, il y a l'extermination d'une brigade motorisée indienne qui était en couverture, en rideau au sud de Bir Hakeim dès le premier jour, au petit matin, par les Allemands. Les Italiens aussi. Les Italiens foncent, ils attaquent une première fois Bir Hakeim, mais c'est plus une erreur. Ils se font battre par les Français libres, qui saisissent même d'ailleurs les plans allemands, qui les transmettent aux Britanniques, qui découvrent les plans allemands et qui, bien évidemment, réagiront mal. On a une époque où l'art de la guerre britannique est au niveau le plus bas de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas peu dire, parce qu'ils ont déjà subi un certain nombre de choses. Je vous rappelle qu'en août 1942, il y aura le désastre de Dieppe. Donc on a une époque où vraiment les Britanniques ont réagi aux premières expériences, au retour d'expérience des premiers combats depuis 1940, mais pas de la bonne manière. Ils ne sont pas allés dans la bonne direction. Et donc, alors qu'ils ont les plans ennemis, qu'ils ont une supériorité écrasante, ils vont se faire battre avec des opérations autour de Gazala, dont certaines vont être décrites par les journaux de marche allemands comme étant les opérations les plus pitoyables de la guerre. C'est-à-dire, vous avez des offensives où finalement ils se tirent sur eux-mêmes, ils sont finalement déviés sur leur propre champ de mine, et sans même arriver au contact, des unités de chars britanniques sont exterminées. Il n'en demeure pas moins qu'au lieu de durer 4 jours ou 3 jours, l'opération va durer presque 1 mois. Et ça, c'est très compliqué. Un peu moins d'1 mois. Au bout de 15 jours, les Italiens commencent à montrer des signes d'impatience en disant « Je vous rappelle qu'il faut qu'on repositionne les forces de l'aviation en Sicile pour préparer notre offensive qui est plutôt en juillet. » Kesselring commence à presser Rommel. Et Rommel dit « Non, mais j'y suis presque. » Et il va y aller finalement. Mais au lieu de se terminer avant le début juin, l'opération se termine aux alentours du 15-16 juin. C'est là où la retraite, donc 26 mai et 15-16 juin, c'est là où la retraite commence, avec une grosse partie de destruction, d'énormes pertes matérielles. Il y a une séquence où ils saisissent 8 à 9 régiments d'artillerie, et dans l'histoire de l'artillerie britannique, Royal Horse Artillery, ce jour est qualifié de jour noir de toute l'histoire militaire de l'artillerie britannique. Et Dieu sait qu'en Espagne, ou avant Waterloo, les Français leur ont infligé quelques pertes, mais jamais à ce niveau-là. Bref,
Finalement, Rommel arrive à obtenir l'ordre de poursuivre l'offensive. Et il se met en position le 19 juin, il fait des feintes, il mystifie tout le monde. Décision prise à Londres de tenir Tobrouk, alors que sur le terrain, on avait décidé de ne surtout pas accepter un nouveau siège de Tobrouk. Donc ça se fait de manière bricolée. On jette au dernier moment une division sud-africaine dans la forteresse avec l'ordre de tenir, alors qu'elle n'est même pas au courant qu'elle est assiégée. Bref, 48 heures après, l'assaut est lancé et c'est un désastre. Prise de Tobrouk, 21 juin 1942. Là, vous voyez une colonne de prisonniers sud-africains qui sont en tenue d'écossais. Voilà, il y avait des unités de Highlanders, en tout cas de nom et d'uniforme, mais ce sont des Sud-Africains qui quittent. Alors, c'est un désastre, notamment, c'est un désastre démographique. Parce que l'Afrique du Sud n'a que 2 divisions d'infanterie, donc elle en perd une. Et puis, ce sont essentiellement des soldats blancs. Donc ça pose des soucis par rapport au régime de l'apartheid. Et il y a des très violentes réactions du gouvernement sud-africain qui dit attendez, au commandement britannique en disant on vous a confié une 2 divisions et vous l'avez perdu. Bêtement en plus. Rommel a pris Tobrouk le 21 juin 1942. Alors qu'est-ce qui se passe là? Alors là, le plan est complètement raté. Puisque le timing initial, vous aviez Tobrouk pris avant le 1er juin, préparation au mois de juin de l'assaut sur Malte et assaut fin juin. Alors l'assaut fin juin, c'était un coup de poing. C'était on a réussi à avoir la supériorité, on lance un coup de main. Ce n'était pas l'offensive de grand style italienne, parce que là c'était plutôt juillet-août. Et ensuite, je vous rappelle, 28 juin, c'est le début de l'offensive à l'Est. Exploitation vers l'Égypte en même temps. Voilà, grosso modo, le plan initial. Vous voyez bien que ça n'a plus rien à voir, puisque Tobrouk n'est prise que fin juin, c'est-à-dire un moment où on devait normalement lancer une offensive sur Malte. Et en plus, 28 juin, offensive à l'Est, donc là, Kesselring est obligé de se défaire d'une partie de ses unités, il va réussir à en récupérer d'autres, mais en attendant, il n'a plus les mêmes unités, on ne peut plus lancer l'offensive sur Malte. Et donc là, nouvelle réflexion, nouvelle décision du côté de l'Axe. On a beaucoup mis sur le dos de Rommel l'abandon de l'offensive sur Malte. En réalité, cet abandon est acté dès le 15 juin par une décision d'Hitler qui refuse de livrer le mazout nécessaire à la flotte italienne. Le 15 juin, les Italiens relancent en disant « on a besoin du pétrole pour préparer l'offensive » en attendant. Et Hitler dit « non, je ne livre pas le mazout. De toute façon, l'offensive a duré trop longtemps à Gazala. En plus, elle a abouti à un résultat qui est majeur, puisqu'il n'y a plus de force constituée entre le Nil et la prise de Tobrouk. C'est-à-dire qu'il y a un désastre et surtout une crise morale de l'été 1942. Les Britanniques se rendent en masse, ils s'enfuient. Les soldats des dominions sud-africains, les Néo-Zélandais arrivent juste, Australiens ne veulent plus combattre sous commandement britannique. Enfin, il y a un arrêt majeur. Il y a des interceptions de messages. Les Allemands interceptent des messages de Auchinleck qui dit « mais arrêtez d'imaginer que Rommel est un magicien ». Enfin, des choses comme ça, quoi, en disant « il faut arrêter de parler de Rommel, il y a un effet moral direct ». Et donc, ils se disent « il y a un effondrement ». Et donc, il y a une occasion à saisir qu'on ne pourra pas saisir 2 fois. C'est ce qu'écrit Hitler le 22 juin 1942 à Mussolini. Voilà, un bon chef de guerre doit saisir les occasions quand elles se présentent. La fortune de guerre ne nous sourira pas 2 fois. Fonçons sur le Nil, il n'y a plus rien en face, on y va, tant pis pour Malte. Et Malte tombera de soi-même. Surtout qu'à la même époque, le 15 juin, vous avez des convois de ravitaillement pour Malte qui échouent, qui n'arrivent pas à passer. L'Axe arrive à les bloquer et donc Malte assiégée commence à arriver aux limites de ses réserves malgré le ravitaillement par sous-marin et par ravitailleur rapide, enfin mouilleur de mine transformant ravitailleur en transport rapide. Alors changement de plan, on va directement en Égypte. Tant pis. Pour Malte, on n'en aura pas besoin, faisons l'économie, et puis de toute façon, les moyens, j'en ai besoin à l'Est, puisque vous voyez la progression vers Stalingrad et le Caucase. Alors Rommel fonce sur l'Égypte. Alors j'aime bien cette photo parce que c'est une automitrailleuse britannique, construite en Afrique du Sud, prise par les Allemands qui saisissent, que ce soit à Gazala ou à Tobrouk, un butin exceptionnel. À la fin, ils sont armés d'armes britanniques. L'artillerie, il n'y a quasiment plus de chars. Ils ont plus de chars alliés que de chars allemands. Ce qui pose beaucoup de problèmes parce que ça veut dire que de loin,
tous les véhicules sont identiques. Enfin, c'est très difficile de distinguer qui est allié et qui est allemand. Ou même italien d'ailleurs. Et donc c'est la récupération. Et donc là, ils foncent vers l'Égypte. Ils passent par Mersa Matruh, qui est un tout petit port qu'ils arrivent à saisir déjà de manière mystifiante. Mais son armée est épuisée parce qu'il a eu beaucoup de pertes à Gazala. Et en fait, il ne gagne à Mersa Matruh et il n'arrive jusqu'à El Alamein que du fait de l'effet moral et de l'effondrement moral de la 8e armée. Je vous signale que cet effondrement est tellement important que Auchinleck réclame l'autorisation du gouvernement de rétablir la peine de mort pour les déserteurs, ce qui lui sera refusé. C'est pour vous dire le niveau de panique. Bon, il relève le chef de la 8e armée, il prend le commandement direct et il arrive à marquer le coup d'arrêt. Alors, je n'ai pas mis de photo d'Auchinleck, même si c'est lui qui marque le coup d'arrêt. Je vous ai mis directement ses successeurs, puisqu'injustement, il sera relevé de ses fonctions. Enfin, il y a un débat pour savoir si c'était justifié ou pas, en août 1942, après qu'il ait stoppé Rommel, en juillet 1942. Et donc, vous avez Montgomery et Alexander qui exercent les deux commandements que Auchinleck va exercer seul. Et là, de l'autre côté, vous avez un véhicule dans une oasis avec les bombardements alliés, puisque l'aviation alliée, renforcée par les Américains, on va le voir. La chute de Tobruk, Churchill l'apprend dans le bureau de la Maison-Blanche de Roosevelt. Et là, ça marque psychologiquement d'apprendre un désastre majeur, alors qu'on est en train de négocier et de jouer à égalité avec la grande puissance. Voilà. Là, c'est un véhicule d'une division de la Flak avec le trèfle en insigne. On ne le voit pas très bien, mais voilà. Donc la première bataille d'El Alamein. Alors pourquoi El Alamein? C'est une petite gare, un point de ravitaillement d'eau. Il n'y a même pas de construction, qu'ils ont fortifié en box. Et surtout, c'est le dernier point de resserrement avant le Nil, entre au sud la dépression, une dépression de Qattara, qui est une dépression de sable mou qui est infranchissable hors piste, et la côte. Donc là, il y a un goulet d'étranglement qui permet de sécuriser. Historiquement, c'est une défense contre l'ouest du Nil qui a été identifiée depuis très longtemps par les Britanniques. Et là, ils y jettent la dernière division sud-africaine, avec toutes les conséquences, parce qu'ils vont combattre vraiment le frein à main tiré. Mais bon, ils vont tenir. La division néo-zélandaise qu'ils ont jetée à Mersa Matruh, qui est arrivée à s'en sortir de manière abracadabrantesque, elle n'a pas été touchée par les ordres de repli. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est une ligne de défense qui est quand même occupée par les colonnes en retraite alliées, par des unités qui sont jetées comme ça, quasiment débarquées de l'avion, ou en tout cas des camps autour du Nil, pour constituer une défense vraiment en urgence. Et en même temps, vous avez les premières colonnes italo-allemandes qui arrivent, avec une 50aine de chars, ce qui n'est rien. À la fin de la deuxième journée, ils n'en auront plus que 18. Vous imaginez, quand on vous dit aujourd'hui, mais s'ils avaient percé à El Alamein, ils auraient pu aller jusqu'à Astrakhan. Bon, avec 18 Panzers, c'est absolument pas concevable. L'enjeu n'était pas aussi loin. Mais il y avait l'effet moral, bien évidemment, mais après, c'est même pas certain qu'ils auraient pu franchir le Nil, d'ailleurs. Même s'ils préparaient des moyens de franchissement d'assaut. Et donc, la première bataille dégénère, puisque là, pour le coup, l'effet moral ne fonctionne plus. Ce sont des troupes qui sont en tout cas plus fraîches. Et puis surtout, les effectifs italo-allemands sont tellement faibles, tellement étirés, puisque tout ce qui tombe en panne, on l'abandonne, et puis on avance qu'avec ce qui reste. Les armes, ce ne sont plus que des armes alliées. Ils n'ont quasiment plus d'artillerie. En face, il y a des régiments d'artillerie qui ont été mis en ligne. Et donc, progressivement, le simple effet du déséquilibre matériel fait que Rommel est arrêté, avec les premières paniques, d'ailleurs, du côté allemand. Les premières troupes face aux Sud-Africains qui paniquent. Et donc, blocage. Ça se joue autour du box d'El Alamein, la petite fortification verte. Ils cherchent à le contourner, ça ne passe pas. Et tout de suite, une stratégie qui va être payante. Les Alliés n'attaquent que les troupes italiennes. Et donc, à chaque fois, les Allemands sont obligés d'arriver, alors qu'ils préparent leur offensive, ils se reconcentrent pour tenter une nouvelle offensive. Ils sentent bien que là, la victoire est à portée. On est à moins de 80 km du Nil. L'objectif, on est en plein désert, il n'y a rien. Hein, donc, c'est dramatique si on s'arrête là. Donc, il ne faut surtout pas, il faut le dernier effort. Et à chaque fois, au moment où ils doivent attaquer, il y a une offensive qui détruit une unité italienne. Et donc, ils sont obligés de contre-attaquer. Et donc, c'est comme ça qu'Auchinleck arrive à arrêter brillamment Rommel, qui part en dépression, parce qu'en plus, il y a l'épuisement nerveux, fragilité déjà antérieure, et surtout cet échec. Et échouer vraiment là, alors que la victoire semble à portée de main, c'est quelque chose d'assez important. Alors,
Donc, le plan d'offensive stratégique de l'Axe a été mal monté et bien évidemment a été mal mené, malgré des succès qui en apparence sont importants. Les plans alliés pour 1942. Alors, là, on est sur quelque chose de complètement différent. Vous avez bien compris que la réflexion va être différente. La démarche démarre en décembre 1941. La démarche alliée est rationnelle. On va réfléchir à des organisations. Donc tout de suite, on va organiser le commandement, je vais y revenir, en état-major combiné. On mélange les commandements aux différents niveaux. Quand les Britanniques sont les chefs, les adjoints sont américains, et le niveau en dessous, c'est l'inverse. Et donc on va mener des réflexions très approfondies, et en faisant étape par étape. Première règle, on ne veut pas de défaite. Donc il faut jouer gagnant. Et là, en décembre 1941, à Washington, on commence à choisir. Parce que les Américains, ils ont quand même deux fronts importants. Le Pacifique, où ils perdent, ils sont sur le reculoir. Hein. Les Japonais sont à l'offensive aux Philippines, ils conquièrent toutes les Philippines, en Birmanie contre les Britanniques, ils menacent l'Indonésie, Bornéo, ils écrasent la flotte anglo-américano-hollandaise, et puis ils menacent Hawaï avec Midway. Donc il y a le Pacifique, qui est un secteur majeur pour les Américains. Et puis il y a l'Allemagne, qui leur a déclaré la guerre et qui déclenche une guerre sous-marine très importante. Donc déjà, le premier choix, c'est de décider à qui on va donner la priorité. Donc prioriser les efforts. Le choix est très rapide, il relève de l'échelon politique, Roosevelt et Churchill, Germany first. On commence par l'Allemagne, qui est l'adversaire le plus dangereux. Tant pis pour le Pacifique, c'est très important. Et cette décision est très difficile à tenir pour Roosevelt et Marshall à l'égard de tous notamment l'amirauté américaine, hein, la marine américaine, qui elle dit, mais attendez, dans le Pacifique, on a des éléments clés. Il y a un État du Pacifique qui est menacé, l'État d'Hawaï. Peu importe. Germany first. Donc déjà, ça c'est la première étape. Donc vous avez la démarche. Hein. La démarche, c'est d'abord choix d'une priorité avec une règle, on veut un succès. Là, les Britanniques arrivent en disant « On a déjà réfléchi à plein de choses. On vous propose, parce que ça va être très difficile de faire un débarquement important, on va faire plein de petits débarquements partout. La Norvège et l'Afrique du Nord française. » Les Américains commencent à refuser ce type de plan en disant « Non, non, nous, on veut un débarquement majeur. Et puis on veut le plus court entre la côte et Berlin. » Donc c'est plutôt le nord de la France, de la Bretagne jusqu'en Belgique. Donc on va plutôt aller sur cet accès-là. Donc déjà, il y a des débats avec des réflexions sur qu'est-ce qu'on peut faire. Les Américains se sont définis 3 objectifs. Le premier pour 1942, et ça c'est Eisenhower qui est rapidement dans les échelons de réflexion de planification, qui va jouer un rôle important. Il a l'oreille de Marshall. Il va définir 3 objectifs pour 1942. On n'est pas en état d'aller se mesurer du fort au fort aux Allemands. Donc on va d'abord sécuriser, défendre le Royaume-Uni. On ne sait jamais s'il y a un débarquement allemand au Royaume-Uni. Il faut défendre. Donc constituer, renforcer les défenses. Deuxièmement, il faut tout faire pour que l'URSS reste en guerre. Or, l'URSS réclame à corps et à cri désespérément un second front. Nous sommes au printemps 1942. Ils savent les offensives et les contre-offensives de Staline échouent les unes après les autres dans des désastres avec énormément de pertes. Et ils savent que les Allemands amassent des forces. Et troisième objectif, il faut préserver les positions britanniques au Moyen-Orient, en Méditerranée. Donc il y a différentes études. Les Britanniques disent on a une opération sur laquelle on travaille depuis très longtemps, on a déjà affecté 55 000 hommes dessus, c'est Gymnast, l'Afrique du Nord française. Les Américains voient derrière cette proposition-là l'agenda caché de dire on va dévier votre effort vers la Méditerranée pour préserver notre position impérialiste, nos empires coloniaux. Et eux privilégient plutôt Sledgehammer, qui est le débarquement en France occidentale pour aller directement sur Berlin. Alors il y a différents échanges au cours du printemps, plus ou moins violents d'ailleurs, avec des rivalités. Mais systématiquement, les réflexions se font par des états-majors combinés. Ce n'est pas chacun avec des rivalités et ce ne sont pas des questions de personnes. À tel point qu'Eisenhower va défendre Gymnast, vous allez avoir des positions inverses. Et à chaque fois, on a des mémorandums très argumentés avec des suivis. Les Britanniques vont jouer finement. Ils vont dire, écoutez, Sledgehammer, on s'en occupe, on prépare. Et vous étudiez plutôt Gymnast. Les Américains disent, tombe dans le panneau. Et donc, ils préparent
gymnase, le débarquement en Afrique du Nord contre lequel ils sont, avec une planification très détaillée, très efficiente. Et en face, les Britanniques, évidemment, ils sont contre Sledgehammer, donc ils ne vont pas pousser très loin la planification. Ils vont dire ça ne marche pas, à chaque fois, on n'a pas de solution. Et le souci, c'est que les Américains s'en rendent compte. Et à un moment donné, vous avez Marshall qui débarque dans le bureau de Roosevelt, qui dit bon, les Britanniques sont en train de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, ils sont en train d'essayer de nous avoir. Donc, tant pis pour eux, on bascule tout sur le Pacifique, tant pis pour eux, ils se débrouillent avec l'Allemagne. Et là, Roosevelt se rend compte qu'il a une opposition de ses militaires. Il sait qu'il doit garder cet objectif politique avec lequel il s'est mis d'accord personnellement d'homme à homme avec Churchill de commencer par l'Allemagne. Et donc il dit très bien, mais vous me présentez un plan détaillé sur le Pacifique cet après-midi. Bon, évidemment, il n'y a aucun plan qui sortira cet après-midi. Donc il dit non, on va rester sur l'Europe et donc Germany First. Et donc progressivement, grâce à différentes manipulations, les Américains se rendent compte que s'ils veulent respecter leur impératif de base qui est de jouer sur une opération victorieuse, il faut taper sur un maillon faible. Et le plus faible des maillons, c'est les Français de Vichy, dont on n'est même pas certain qu'ils vont résister d'ailleurs. Et au départ, les Britanniques leur disent « mais ils ne résisteront pas. On a les Français libres, on a... » Voilà, bon. Les Américains ne sont pas sûrs, ils disent « on va quand même préparer une opération de débarquement contre une résistance. » Voilà. Le choix se fait en juillet 1942, avec des cycles de conférences, alternativement, pas une alternance exacte, mais entre Washington et Londres, avec des déplacements réguliers. Et donc, 24 juillet, vous avez la directive qui dit, bon, OK, en 1942, nous n'avons pas les moyens de débarquer avec l'assurance d'une victoire en France. On n'a pas les moyens, on n'a pas l'expertise. Donc, on va taper sur l'Afrique du Nord française. C'est le choix. On va miser sur la Méditerranée. La décision est prise en plus sous une double influence. Dans le Pacifique, la victoire de Midway permet de se rendre compte qu'il n'y a plus péril en la demeure. Donc on peut assumer la priorité donnée à l'Europe. Et deuxièmement, en revanche, il y a péril dans la demeure. 24 juillet, on est en pleine première bataille, coup d'arrêt de l'Allemagne. À tout moment, ça peut basculer, le Nil peut être envahi. Donc là, il y a un vrai effort à faire. Donc comment faire cet effort? Torche. Dernier point pour les Américains, le Maroc, la côte ouest de l'Afrique de l'Ouest française est un point important, parce que s'ils débarquent en France et qu'elle bascule dans le camp de l'Axe, les communications par l'Atlantique peuvent être menacées. Donc il faut aussi sécuriser la façade atlantique de l'Afrique. Donc dans leur démarche, c'est pas inhérent. Et là donc on a différents points, différentes versions du plan, le 8 août, le 25 août. Le 8 août, c'est le plan américain qui est retoqué par les Britanniques. Le 25 août, Eisenhower présente un nouveau plan. Alors là, pour le coup, côté britannique, vraiment en insérant toutes les remarques britanniques, et avec une lettre d'accompagnement en disant « ce plan est infaisable », et il l'envoie à son supérieur, qui donc le reçoit en disant « ce plan, c'est les Britanniques qui vont demander de le faire, il est infaisable avec les moyens actuels, donc soit il me faut beaucoup plus de moyens, soit il faut le retoquer ». Et finalement, le 20 septembre, vous avez la version finale du plan, et après, la discussion sur le moyen plan. Donc l'idée du processus est très intéressante, parce qu'on voit bien qu'on a une réflexion qui est menée étape par étape et de manière très rationnelle à comparer avec la réflexion du côté de l'Axe sur une offensive stratégique sur le front ouest et donc le choix de la Méditerranée. Alors dans le détail, l'organisation du commandement allié, donc là vous avez Montgomery qui fait son show dans le désert. Donc en août 1942, vous avez le commandement américain sur le débarquement en Afrique du Nord pour deux raisons. La première, c'est le choix au départ des Britanniques d'impliquer les Américains sur une opération dont ils ne voulaient pas pour leur survendre l'opération, et ça marche. Deuxième raison, si c'est un commandement britannique, il risque d'y avoir une réaction beaucoup plus forte des Français qui développent à cette époque, sous l'égide de la propagande de Vichy, un sentiment anglophobe, suite à Mersel Kébir, Dakar, donc la tentative d'attaque de prise de Dakar par la flotte britannique et quelques forces de Français libres qui échouent. Et puis Mersel Kébir, la flotte française qui est exécutée avec plusieurs milliers de marins morts par son allié de la veille. On est début juillet 1940, donc on est juste après l'armistice, par la flotte de l'amiral Somerville, la force H, partie de Gibraltar. Donc ça, il y a un sentiment très fort. Et donc les Français, surtout en Afrique du Nord, cultive ce sentiment contre les Britanniques. Donc il ne faut pas que les Britanniques apparaissent. Et notamment dans l'arbitrage des forces, au départ les Britanniques disent on n'a pas besoin de beaucoup, on a besoin d'une division de Marines, et puis le reste on le fournit, on a déjà les forces qui sont en train de s'entraîner et se préparer.
Et les Américains disent non, on va donner une majorité, une couleur américaine et ne surtout pas annoncer des commandements britanniques. Même les forces britanniques qui vont débarquer autour d'Alger seront officiellement sous commandement américain et le chef britannique n'apparaîtra que plus tard, une fois qu'on se sera assuré la collaboration des Français. La coopération. Collaboration étant un mot connoté, surtout pour l'époque. Donc, ça, c'est très important. Alors, plusieurs changements en août. Déjà, Churchill se déplace beaucoup pour porter ce projet d'une offensive stratégique en Méditerranée, au sud de l'Europe. Et il va la vendre aux Russes. Alors, les Russes, en juillet, arrivent à Londres. Alors, vous avez une blague qui circule chez les Britanniques qui dit que quand Molotov arrive en juillet 1942 à Londres, donc là, c'est pleine offensive, des nouveaux désastres au sud de la Russie, en Ukraine, avancée foudroyante des panzers vers Stalingrad et le pétrole de Bakou. Donc là, il y a vraiment un sujet. Et Molotov arrive à Londres et la blague, c'est de dire il ne parle que 4 mots anglais. Yes, no, second front. C'est-à-dire, ouvrez-moi, aidez-nous, ouvrez ce second front, débarquez le plus rapidement possible pour nous aider. C'est pas normal que nous soyons les seuls à soutenir l'effort militaire principal. Et il faut vendre le fait que le débarquement en Afrique du Nord, c'est un second front déjà. Étant entendu que pour Moscou, la Méditerranée, c'est secondaire et c'est de l'amusement. En plus, c'est contre les Français, c'est pas directement contre les Allemands. On est sur quelques divisions, donc c'est absolument pas les effectifs de centaines de divisions qu'il y a sur le front de l'Ouest, sur le front de l'Est, pardon. Et donc au passage vers Téhéran où il va rencontrer Staline, Churchill s'arrête au Caire et là il se rend compte de la crise morale que traverse la 8e armée, qui résiste, qui a marqué le coup d'arrêt contre Rommel, qui a réussi à tenir ses lignes. Rommel a cessé son offensive, il est parti en Allemagne se faire soigner, enfin, ça ne va pas bien du tout. Mais pour autant, il y a une crise majeure. La crise se matérialise de 2 manières. Première manière, on a une baisse de morale. Alors, il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites au sein de l'armée britannique sur l'ouverture et l'analyse des courriers, des correspondances des soldats à leurs familles, sur l'analyse des déclarations, différents sondages qui montrent bien qu'il y a un sentiment d'infériorité intrinsèque. C'est-à-dire que dès que les Britanniques sont face à des Allemands, ils s'imaginent qu'ils ne peuvent pas lutter. L'exemple classique, c'est que les tanks britanniques refusent de se déplacer la nuit. Voilà, par exemple. Ce qui est un peu gênant, puisque les offensives se font surtout la nuit. En plein désert, c'est plus facile d'avancer vers l'ennemi la nuit que de jour, en plein soleil, face à un ennemi retranché avec de l'artillerie lourde anti-char. Deuxième matérialisation de cette crise de morale, les Dominions refusent les ordres britanniques. Alors là, c'est cas flagrant, les Australiens refusent. Puisque jusque-là, les offensives qui ont été lancées par Auchinleck, l'infanterie était soit pas tellement sud-africaine, puisqu'elle est préservée, soit néo-zélandaise, soit australienne, et les tanks étaient britanniques. Alors l'offensive de nuit, l'infanterie attaque, les tanks ne se déplacent pas, ils sont censés les rejoindre le matin, sauf que dans l'intervalle, les panzers ont réagi, ils ont exterminé l'infanterie, donc à chaque fois, les Néo-Zélandais perdent une brigade à chaque offensive complète d'infanterie, et donc quand les tanks arrivent, c'est trop tard, le front a été reconstitué. Donc 1 fois, 2 fois, la 3e fois, ils disent on refuse. On veut des éléments, maintenant vous attaquez, vous aussi. Donc il y a une vraie crise politique quasiment, et donc là, Churchill dit il faut marquer le coup. Donc, injuste ou pas, je suspends, ou en tout cas, je change le commandement. Et à la place d'Auchinleck, je vais mettre un général expert de la guerre du désert, qui est le général Gott, et général Le Blindé. Et je vais mettre le général Alexander, séparer le commandant d'Auchinleck, le réduire en plus, parce qu'à l'époque, Auchinleck s'occupe de tout, y compris l'Iran. Voilà, il est jusqu'à la frontière de l'Inde, donc il a un commandement très important, des responsabilités, plus le commandement tactique de la 8e armée. Et donc, on sépare tout ça, on réorganise, et je change les hommes. Sauf que Gott, qui en fait était lui-même affecté par la crise de morale de ses soldats, va être abattu lorsqu'il repart. Il a besoin de se reposer 1 semaine. Il quitte son commandement puisqu'il commande une division blindée ou un corps blindé, je crois, au sud de la ligne d'El Alamein. Et sur le trajet retour, il se fait abattre par les chasseurs allemands. Et donc là, on appelle Montgomery, qui à l'époque devait commander le débarquement en Afrique du Nord. Et on lui dit, vous vous rasez, vous prenez vos affaires, prenez plutôt des shorts et vous allez dans une destination que vous découvrez. Alors, on me signale en effet qu'il va falloir avancer, en effet. Donc, changement d'homme et organisation d'un commandement très conjoint. Planification de torches. Alors là, c'est intéressant. Souvenez-vous ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport au choix entre Malte, Tobrouk et l'Égypte. Là, vous avez 4 secteurs clés. Casablanca, c'est indispensable pour les Américains puisque c'est la communication et l'ouverture vers l'Atlantique et l'assurance que l'Espagne
qu'on puisse résister à Gibraltar et que Gibraltar ne soit pas, le détroit de Gibraltar ne soit pas fermé par une invasion de l'Espagne. Oran, c'est le centre de gravité militaire, et notamment naval, des Français en Afrique du Nord. Mersa el-Kébir, les bases. Et Alger, c'est le centre politique. Donc, et Tunis, c'est important parce que si vous n'occupez pas Tunis, vous laissez la porte ouverte à une occupation de l'axe. Les Britanniques veulent plutôt Oran, Alger, Tunis. Les Américains, ils veulent Casablanca, Oran, et ils se convainquent qu'Alger est important. Donc, au départ, il n'y avait que Casablanca, Oran, et puis ils séparent en deux la force d'Oran pour l'envoyer sur Alger. Et surtout, les Américains, dès le début, c'est eux qui sont chargés de la planification, ont défini que la couverture aérienne ne peut pas aller à l'est de Bonn. Donc, quoi qu'il arrive, on ne peut pas tenter une offensive sur Tunis. Et là, les Britanniques vont se battre en disant, mais si on occupe Oran, Alger, Tunis, Casablanca tombera tout seul, c'est pas grave. Et les Américains disent non. Premier principe, on ne joue que gagnant. Et quand on joue gagnant, on commence par Casablanca, Oran, Alger. Tunis, on ira plus tard. On crée des options. Voilà. Donc la planification est très cohérente et on renonce à des options, on renonce à des paris qui pourraient être gagnants, tout simplement parce qu'on ne sait pas, 1, la réaction des Français, 2, la réaction de l'Axe, et 3, on ne sait pas notre propre inexpérience. Le plan final, le voilà. Donc on a des débarquements entre Casablanca, Oran et Alger. Bon, ce sont des cartes qui sont dans l'historiographie officielle. Et on crée des options quand même, les Britanniques veulent pousser, des options très rapides sur Philippeville, Bonn et Tunis, Bizerte, qui est un ensemble militaire très important. On ne s'imagine pas que, si vous voulez, il y a 2 options dans les planificateurs. Ils disent si les Français résistent, ils résisteront aussi aux Allemands. Et deuxièmement, on ne s'imagine pas que les Allemands puissent réagir aussi rapidement. Et les débarquements à Philippeville et Bonn, c'est quelques jours après le débarquement initial, c'est 12 et 13 novembre notamment. Donc on se dit, dans la course, on peut y arriver. Bon, en fait, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Puisque les Français ne vont résister que contre les Alliés et pas contre les forces de l'Axe. Ça, c'est pas très glorieux de notre part, mais bon, il faut le reconnaître. Alors la deuxième bataille, dernier coup de Alam El Alpha. Alors Alam, il n'y a pas de H, je me suis rendu compte. C'est la dernière offensive de Rommel qui tente un contournement par le sud et il renonce simplement parce qu'il a craqué au moral. En face, Montgomery qui a lu tous les plans, qui a modifié légèrement mais de manière substantielle quand même sur des points qui sont clés, qui ne sont pas des détails, le plan d'Auchinleck de défense, va battre dans un arrêt défensif. Et surtout, ce qu'il va faire de manière très importante, c'est qu'il va redonner le moral en leur disant vous arrêtez l'ennemi, vous le battez, mais vous ne contre-attaquez pas. Parce qu'à chaque fois, il vous a battu quand vous le contre-attaquez. Donc vous restez dans vos retranchements. Il enterre les tanks et il leur interdit de sortir quand les autres reculent. Et d'ailleurs, la seule unité qui va désobéir va se faire étriller par les forces allemandes. Et les Allemands qui s'attendaient à avoir un retour, ils se rendent compte qu'ils ne viennent pas. Ils continuent à se prendre des bombardements de l'aviation américaine qui s'est réorganisée. Et donc, bien évidemment, ils vont avoir. C'est l'effet Monty, un effet moral. On commence par redonner confiance aux hommes. On lutte contre les éléments. Donc là, vous le voyez. Alors, c'est une bombe, c'est une grenade à blanc dans l'entraînement qu'ils font exploser derrière. Vous voyez, l'effet Monty, un personnage médiatique avec ses bons et ses mauvais côtés. Et puis ensuite, le plan d'opération, la 3e bataille d'El Alamein. L'opération Lightfoot, vous voyez le plan initial, la percée devait être rapide, et en fait, en réalité, ça va être des rugs de rugby, en fait. Alors, la victoire, finalement, Monty, j'accélère un petit peu, parce que ce sont des choses qui sont bien connues, et puis j'ai écrit un livre là-dessus, auquel je vous renvoie, en plus il est illustré, de collections de photos privées. C'est l'opération Supercharge. Monty s'acharne à attaquer toujours dans le même endroit avec des forces différentes, à chaque fois avec un axe légèrement différent, en concentrant ses moyens, en renouvelant ses moyens, et donc finalement il épuise et il bat les Allemands au moral. Les Allemands craquent d'abord au moral. Alors, ils craquent au moral en croyant pouvoir tenir jusqu'au bout, puisqu'à chaque fois l'offensive échoue, donc à chaque fois les Allemands se disent on a tenu, parce que le pire pour Montgomery, ça serait que Rommel se replie trop vite avec des forces encore en état de fonctionner. Et là, finalement, les forces allemandes implosent sur place, disparaissent. Le repli se fait avec 10 chars, alors qu'ils en avaient plus de 200 au départ. Et ils se sont acharnés à tenir, puisque jusque-là, toutes les offensives tenaient. Et là, quand Supercharge est lancé, c'est à nouveau un échec, mais il a détruit les forces. Et finalement, Rommel craque, donne l'ordre de repli. Hitler donne un contre-ordre. Donc, finalement, il sacrifie son armée. Et c'est ce qui va l'amener à craquer complètement. Voilà, une victoire d'abord morale avant d'être matérielle. Donc là, vous voyez Rommel très usé dans son avion qui repart vers l'Allemagne. Toujours avec ce bon profil et puis ce goût. Alors le débarquement en Afrique du Nord, ça se passe pas du tout comme... c'est pas que ça se passe pas comme prévu, c'est qu'il y avait 2 options. Les Français résistent ou les Français ne résistent pas. Malheureusement, ils résistent malgré toute la préparation qui a été faite, notamment à Alger avec la prise de contrôle politique.
Ils résistent durement, mais le débarquement réussit. On n'insistera jamais assez sur le caractère extraordinaire d'un débarquement sur des axes qui sont énormes. Hein. On est sur plusieurs centaines de kilomètres de front. Hein. Ce n'est pas la Normandie. C'est une première opération avec des soldats qui sont inexpérimentés et surtout qui n'ont pas les bases arrières qu'auront au moment du débarquement de Normandie avec l'Angleterre pas loin. Là, ils sont vraiment en projection absolue. Et ça marche, ça se passe bien, malgré la résistance des Français. Mais ce qui n'était pas prévu, alors là, vous voyez une station de radar allemande autour de Benghazi, dans une oasis. Il y avait des radars allemands aussi, il y avait même des radars italiens, sauf que les Italiens refusaient de les utiliser. C'est dommage parce qu'ils en avaient depuis 1938 des radars, hein, notamment embarqués. C'est les Italiens. Et le déroulement de la campagne, là, vous voyez bien, les troupes de vétérans, souvent convalescents, qui sont jetés en Tunisie. Là, c'est une colonne qui débarque en Tunisie de bataillons de marche. Ils ont 5 bataillons de marche constitués. Et en face, les soldats américains qui sont des inexpérimentés, qui vont apprendre la guerre et qui vont subir un certain nombre de défaites. Puisqu'en fait, la campagne se résume initialement d'une course vers la Tunisie. Mais il y a un échec décisif. Les Alliés arrivent à quelques dizaines de kilomètres de Tunis et de Bizerte. Ils saisissent, d'ailleurs, ils débouchent à un moment donné, vous avez une colonne de chars qui débouche sur une base où les Stukas viennent d'arriver et ils saisissent au sol une trentaine de Stukas qui détruisent au canon. Il y a un désastre moral. Il y a même le chef allemand, qui est le général Nering, panique, donne l'ordre de rembarquer. Et là, c'est Kesselring qui le suspend de son commandement, qui reprend les rênes. Ils arrivent à résister, à débarquer des forces. Entre-temps, les Alliés sont au bout de leur capacité. Il faut franchir les dorsales avant. Hein. Plus à l'ouest, vous avez des chaînes de montagne. Et donc, ils n'arrivent pas à soutenir l'effort face à la supériorité. Et surtout, ils n'ont pas la supériorité d'aviation puisque les Allemands bénéficient des aérodromes goudronnés des Français. Le retour de la France dans la guerre, c'est un élément très important, puisqu'après la résistance initiale, vous allez avoir les accords d'Anfa, l'arbitrage entre Giraud et De Gaulle. Donc là aussi, c'est très important, hein, ce qui se passe en Méditerranée en 1942 pour le retour de la France en tant que puissance combattante et active. Étant entendu que, après avoir échoué devant Tunis, les Alliés sont sur le repoussoir et la fin de l'année 1942 est très difficile sur le front de la campagne de Tunisie pour les Alliés et l'aide française est décisive. Les Français arrivent à résister, ils arrivent même à bloquer un assaut de chars-tigres avec des moyens qu'ils n'ont pas du tout, en se sacrifiant. Le groupe du général Barré, qui était le groupe des forces terrestres de Tunisie, qui arrive à s'échapper, tandis que l'amiral Esteva, lui, partira. S'engagera dans la collaboration active, pour notre plus grand déshonneur. Alors la victoire finale, vous voyez une colonne de véhicules. La victoire finale viendra de l'Est, puisque la décision en Tunisie se fera par Montgomery, par la prise de Tripoli en fin d'année 1942, puis ensuite la percée de la ligne Marette en 1943, après bien évidemment le désastre de Kasserine, où l'armée américaine va apprendre cet art de la guerre et va payer le prix de ses inexpériences. En conclusion, on relèvera des différences importantes dans les méthodes et les résultats de la planification. Alors pourquoi de telles différences ? Et en fait, on va se rendre compte que les systèmes politiques, entre une démocratie et un État totalitaire fasciste, rejaillissent sur la manière de planifier, de fonctionner des militaires. Donc ça a vraiment instillé. Et donc, d'un côté, vous avez la croyance dans la mission messianique et le fait que les Allemands étant supérieurs aux autres, ils arriveront à vaincre. Vous avez la croyance dans la force de la volonté, donc des personnalités. Et de l'autre côté, vous avez une analyse rationnelle parce qu'on a des comptes à rendre à des parlements, à des élections. N'oubliez pas qu'il y a des élections en début novembre 1942. Deux manières de résoudre le conflit. D'un côté, on fait confiance aux personnalités, au caractère décisif des personnes. Et de l'autre, on fait confiance à la délibération collective et à l'analyse rationnelle. Enfin, voilà. Là, vous voyez une colonne de prisonniers allemands sous garde française, avec des tenues qui ressemblent encore à celles de 1940. Ils seront équipés bientôt, pris par des soldats, des GIs américains. Donc, le tournant de la guerre à l'Ouest est bien en 1942 en Méditerranée. Et surtout, ce qui va se passer en Méditerranée va être important. On ne peut pas saisir les victoires et la supériorité globale de l'art de la guerre alliée en 1944-1945 sans passer par l'école de guerre qu'a été l'expérience méditerranéenne de 1942 et un petit peu 1943, mais déjà 1942. À la fin 1942, les Alliés ont réussi
leurs premiers objectifs et peuvent sereinement dérouler leur plan en redéfinissant une stratégie et avec tous les effets induits. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Désolé, j'ai été très long, mais il y aura encore beaucoup de sujets. Est-ce que vous avez quelques questions ? Non. Oui. Est-ce que vous pourriez donner quelques chiffres sur à peu près les forces en présence au moment du débarquement en Afrique du Nord? C'est-à-dire en face, il y avait à peu près combien de troupes entre Casablanca et Tunis? Alors, je n'ai pas de tête de chiffres. Je sais que les Américains débarquent 90 000, enfin les Anglo-Américains débarquent 90 000 hommes. En face, il y a beaucoup moins de troupes. Toute la difficulté de l'armée française d'Afrique du Nord, c'est qu'elle est sous régime d'armistice, avec des commissions d'armistice italo-allemandes qui contrôlent strictement. Alors, ils ont relâché, depuis l'été 1940, les Allemands ont autorisé un réarmement contre l'avis des Italiens. Il y a aussi une rivalité italo-allemande à ce niveau-là. Mais il n'y a pas autant de troupes. Les Anglo-Américains frappent du fort au faible. On a surtout des forces qui sont très occupées aussi à une situation d'occupation de sécurité intérieure. Et enfin, on a des problématiques de matériel. Le matériel de l'armée d'armistice d'Afrique du Nord est le même que celui de juin 1940. Et donc, il y a un décalage de modernité. Même si le matériel américain va être testé en Afrique du Nord et en Tunisie, et vous avez beaucoup de matériel dont la production va être arrêtée suite aux enseignements de la campagne d'Afrique du Nord et surtout du début 1942. Donc je pense qu'on doit être à du... Oui, j'ai pas de chiffres en tête à vous donner tout de suite, je pourrais vous les donner après, il suffit d'aller voir, et je n'ai pas pris de notes. Mais en attendant, je sais que sur les plages de débarquement, la supériorité est énorme. D'ailleurs, il y a très peu de combats sur les plages elles-mêmes, hein. Les débarquements se fait, on le voit sur les photos, il y a très peu de résistance. C'est pas le mur de l'Atlantique là, hein. C'est pas comme en Normandie où il va falloir se battre sur les plages. En revanche, il y aura des réactions après, et surtout pour le contrôle des axes et des aéroports, qui est très important pour la couverture aérienne. Merci de cet exposé très riche et très touffu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'impact de ces opérations finalement sur ce qui s'est passé sur le front russe? En définitive, est-ce que les Russes avaient tort ou raison de considérer que ça n'était pas l'opération qu'ils souhaitaient? Alors, la réponse est dans votre question. Ils avaient tort et raison. L'impact numérique, ça n'a rien à voir. Sur le front de l'Est, on est des millions d'hommes qui s'opposent. Des centaines, on compte par centaines les grandes unités, les divisions. Donc l'échelle n'a rien à voir avec les quelques dizaines d'opérations. En revanche, à partir de 1944 et du débarquement de Normandie, là, il y aura un impact direct. Mais pour arriver à réussir en Normandie, il fallait passer par cette étape à moindre frais, se former, se roder, trouver des stratégies. Les tactiques mises en place par Montgomery à El Alamein, ça va être les mêmes devant Caen, ça va être les mêmes... alors à Arnhem, il ne respecte pas sa méthodologie, et d'ailleurs ça échoue. Ça va être les mêmes sur le Rhin en 1945. Donc on est vraiment sur un art de la guerre qui se constitue, une sélection de matériel, la production de nouveaux matériels. Donc c'est dans ce sens que les Russes voulaient tout de suite un effort majeur. Et je pense qu'ils n'avaient pas conscience du degré de désarmement et de la faiblesse de l'armée américaine lorsqu'elle rentre en guerre en décembre 1941. Donc, ça n'a pas d'impact direct. Le premier impact que l'on a, c'est le débarquement en Sicile, qui est le motif donné par Hitler pour arrêter l'offensive de Kursk en juillet 1943. Donc là, il y a un premier impact. Je veux dire, Hitler arrête l'offensive de Kursk, mais elle avait échoué en fait, au motif qu'il faut envoyer les panzers en Sicile parce que les Alliés viennent débarquer en Sicile et qu'il y a un sujet, c'est le risque que l'Italie bascule, et d'ailleurs, elle va basculer peu après. Mais avant, donc en 1942, ça n'a pas d'impact direct. Non. Ça n'a pas d'impact, même sur le ratio, un petit peu sur l'aviation. C'est vrai que Kesselring obtient de garder une partie de ses moyens, il en obtient même des renforts, alors que les Allemands sont en pleine offensive sur le front de l'Est. Mais les Russes ont vaincu
en 1942 grâce à leurs moyens. Stalingrad, c'est eux. Il n'y a pas d'effet quantifiable important du second front ouvert en Méditerranée. Et c'est pour ça que pour eux, ce n'est pas le second front tel qu'ils l'attendent. Ça sera la Normandie en 1944. Et le vrai sujet, c'est est-ce qu'il pouvait être ouvert en 1943 ? Parce que je suis allé un peu vite, mais en fait, dans la réflexion, pourquoi est-ce que les Américains acceptent d'aller en Méditerranée ? Ce qui est pour une diversion, en plus avec l'agenda caché qu'ils soupçonnent les Britanniques de préserver leurs intérêts coloniaux ou post-coloniaux au Moyen-Orient. Pourquoi les Américains acceptent ? C'est parce qu'on se rend compte que même en 1943, déjà en 1942, ils ne pourront rien faire, alors que Roosevelt avait exigé qu'on fasse quelque chose pour aider l'URSS. Et même en 1943, ce n'est pas évident que ça réussisse. Et d'ailleurs, ça sera décalé de 1943 en 1944. Et donc c'est pour ça qu'ils accepteront de poursuivre en 1943 leur effort contre l'Italie. C'est comme ça que les Britanniques arrivent, c'est la technique du pied dans la porte. On commençait en Afrique du Nord, et bien on dit bon, on est là, sur place, en 1943 c'est toujours aussi compliqué, donc on continue. Et il y a un arbitrage, en fait l'arbitrage se fait sur le tonnage de la marine. C'est-à-dire qu'il y a des besoins dans le Pacifique, il y a des besoins pour projeter les forces nécessaires au débarquement en France du Nord-Ouest au Royaume-Uni, et l'effort au Moyen-Orient et en Méditerranée. Et donc, le tonnage n'étant pas extensible, malgré l'effort extraordinaire industriel américain, ils sont toujours en dessous de leurs besoins, même s'ils arrivent à des choses, on est sur des facteurs 10 ou des facteurs 100 pour certains, en 1 ou 2 ans, donc c'est quelque chose d'inimaginable, la puissance industrielle américaine. Mais il n'en demeure pas moins que cet élément, non. Donc pour répondre à votre question, ça n'a pas d'enjeu en 1942 sur les opérations militaires sur le front de l'Est, mais ça en aura un, c'est qu'il n'est pas certain, vu les défaites que va subir l'armée américaine en 1942 en Tunisie, si ça avait été en 1944 dans le bocage, ça aurait été, ou en 1943, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà. Une dernière question ? Il y a les questions de pétrole. Dans toute cette zone-là, et je pense que ça a de l'influence même sur le front de l'Est. Alors, la question du pétrole est un enjeu du côté de l'Axe. En fait, il faut... Bon, je vais un peu déraper parce que je travaille aussi sur les aspects contemporains, mais on a tendance à projeter le pétrole partout. Bon, c'est dans les théories complotistes, c'est parce que vous avez dit, évidemment, mais c'est un facteur explicatif classique. Le pétrole du Moyen-Orient, c'est une source d'approvisionnement très réduite pour le Royaume-Uni. C'est essentiellement le pétrole d'Amérique centrale qui fournit le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. C'est-à-dire l'Angleterre est approvisionnée par toutes les raffineries d'Amérique centrale américaine, pas américaine, mais sous protectorat, enfin sous contrôle des Américains. Et donc le pétrole d'Arabie Saoudite, d'Irak, c'est un facteur potentiel. Mais si vous voulez, c'est pas un sujet, un facteur explicatif à cette date pour les opérations militaires. C'est quelque chose qui est remis en avant en disant ils vont saisir les champs pétroliers d'Irak, mais c'est pas parce qu'ils auraient pris Alexandrie avec 12 tanks qu'ils auraient pu aller jusqu'à Kirkouk ou Mossoul, je peux vous dire, parce que alors on le voit aujourd'hui, ils n'avaient pas les moyens en fait, c'était une projection. L'enjeu de la perte du Nil, c'est plutôt un enjeu colonial. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, l'Empire britannique, notamment aux Indes, est très secoué. Vous avez l'opération Quit India, lancée par Gandhi, de résistance pacifique, où ils disent, écoutez, vous nous avez déjà eu en 14-18, en 1940, désormais on veut des assurances de l'indépendance pour vous aider. Et les Britanniques disent, aidez-nous d'abord, on verra l'indépendance après. Oui. Donc il y a une opposition très forte. Les indépendantistes nationalistes égyptiens qui prennent des contacts avec Rommel. Vous avez même alors c'est assez curieux puisque vous avez des aviateurs de l'armée de l'air égyptienne et formés par les Britanniques qui tentent des contacts avec l'armée allemande, sauf qu'ils ont des appareils anglais et ils se font abattre. Le premier se fait abattre, ce n'est que le deuxième qui arrive à prendre contact avec Rommel. Donc l'enjeu était plus politique. C'était l'enjeu symbolique de savoir comment tenir l'Empire si on perdait un des maillons essentiels qui était l'Égypte. Et puis, une fois que le Nil est sous contrôle de l'Axe, pour reconquérir la Méditerranée, c'était encore plus compliqué. C'est comme si l'Axe avait pris Gibraltar, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais il n'en demeure pas moins qu'après, l'enjeu pétrolier n'est pas direct. Vous avez des grandes raffineries en Palestine, mais c'est pour approvisionner le secteur, le théâtre d'opération du Moyen-Orient. Les pétroliers ne vont pas directement... assez peu, je crois qu'on est de l'ordre de 5-10%. C'est difficile d'avoir des chiffres, d'ailleurs, je les recherche actuellement, mais je découvre
là je vous livre le fruit de mes réflexions, je découvre que le facteur pétrolier n'est pas essentiel dans la décision de défendre le canal du Nil par les stratèges britanniques du Conseil général et impérial de défense, de sécurité, qui est à Londres et qui décide dès 1940 de défendre le Nil, puisqu'il se pose la question à un moment donné, est-ce qu'on défend le canal de Suez? Oui, mais pas nécessairement c'est plus pour priver les Allemands d'une source potentielle, ce qu'ils auraient pu l'exploiter, que pour l'avoir eux-mêmes. Parce que le pétrole britannique, il vient d'Amérique. C'est l'Amérique qui fournit en pétrole et en plein d'autres choses les Anglais. Est-ce qu'ils auraient pu exploiter? Vous savez, ils ont pris quelques champs pétroliers avant d'arriver à Bakou. C'était tout détruit. Enfin, après, vous avez des goulots d'étranglement industriels. Et les Allemands, ils ont Ploesti. Ils ont les champs pétroliers roumains. Et ils ont l'essence synthétique aussi. Donc, voilà. Mais en effet, ils voulaient ça. Et même les Allemands, c'est pas certain, puisqu'il y avait une rivalité avec l'Italie sur que serait devenue l'Égypte s'ils avaient conquis le Nil. Pas certain. On ne sait pas qui aurait exercé, parce qu'il y avait des projets concurrents et ils ne s'en parlaient pas nécessairement. Je suis tombé sur des archives. Le niveau d'espionnage des Italiens par les Allemands est quand même assez exceptionnel, quoi, pour des alliés. Donc, vous voyez, l'aspect idéologique est très important. Les Italiens, dans l'échelle des races de l'idéologie nazie, ne sont pas très bien classés. Donc, ce sont des alliés. Voilà. Les Japonais, pareil, d'ailleurs. Ce sont des alliés qu'on accepte par circonstance, quoi. Alors que les Anglais, eux, sont très bien classés. Donc, le spectre idéologique, l'organisation idéologique, c'est assez fascinant de voir l'impact sur les opérations, la planification, la manière dont on commande. Voilà. Merci beaucoup. On reprend donc là pour la prochaine séance. Ce sera à 13h45 avec Charles Anderlin qui nous parlera de la lutte armée pour l'indépendance d'Israël de 1936 à 1948.